Bonjour Romain. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Romain, tu es ethnographe, c'est comme ça que tu te définis. Je crois que c'est un néologisme, à mi-chemin sûrement entre géographe et ethnologue. Si tu veux, tu pourras nous en dire deux mots tout à l'heure. Si j'ai voulu t'interviewer, c'est parce que tu viens de sortir un ouvrage au PUF, ça s'appelle La guerre en tête, sous-titré Sur le front de la Syrie à l'Ukraine. C'est un ouvrage de chercheur qui est allé sur le terrain, à la fois en Syrie depuis 2012 plusieurs fois et en Ukraine deux fois depuis le début de l'offensive russe. Tu mélanges à la fois des analyses de chercheurs et des discours parfois retranscrits de façon directe de gens que tu as rencontrés sur le terrain pour essayer de rendre compte d'une réalité, celle de la guerre. Alors, il y a un mot qui revient très souvent dans ton livre, c'est le mot d'ambivalent. C'est-à-dire, tu dis, la guerre crée des situations ambivalentes. À la fois, ça crée bien sûr des effondrements, ça crée le chaos, etc. Et en même temps, ça peut aussi, tu utilises ce mot, redresser les hommes. Ça peut leur donner une fierté, ça leur donne un objectif peut-être dans la vie de façon temporaire et ça structure la société pour un moment. Ma première question, c'est sur comment arrive une guerre. Ou plutôt, ça, tu n'en parles pas tellement dans ton livre, mais en vérité, les protagonistes que tu interroges, à la fois en Syrie comme en Ukraine, sont du côté de ceux qui, entre guillemets, résistent en fait, à une force agressive. Tu es du côté des Ukrainiens dans le front russo-ukrainien et du côté on va dire, des armées syriennes libres sur le front syrien. Les deux subissent la guerre, c'est pas eux qui l'ont déclarée, ils sont pas dans le camp de ceux qui ont décidé la guerre. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dit particulièrement de ton champ d'études? Oui, alors il y a effectivement beaucoup de choses dans ce que tu racontes. Alors peut-être juste pour revenir très très brièvement sur le terme d'ethnographe, c'est un peu une coquetterie, en tout cas moi j'aime bien le mot, mais en fait c'est surtout pour désigner que je suis pas anthropologue de formation, pas ethnologue non plus, mais ethnographe c'est vraiment une façon aussi de se dire que pour essayer de comprendre un petit peu le monde ou comprendre un phénomène, j'ai besoin de le vivre aussi corporellement. Donc ça renvoie en fait à une espèce de pratique du terrain où, que ce soit en Syrie, je suis allé à 6 reprises, ou en Ukraine à 3 reprises en réalité, c'est à chaque fois en fait d'essayer de partager la quotidienneté de ces volontaires. Et le point commun de tous ces volontaires qui sont en Syrie ou en Ukraine, c'est que c'est des gens comme vous et moi, comme toi et moi, qui n'étaient pas préparés à la guerre et qui, pour plein de raisons que j'essaye justement de déchiffrer, ont décidé de prendre les armes, quoi. Et ta remarque, elle est très juste, parce que ce qui est commun en fait entre les Syriens et les Ukrainiens, c'est que ils subissent un état de violence. Ils subissent des forces de violence. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, face à une situation, exemple une invasion, le cas de la Russie, ou une révolution, un désir révolutionnaire qui fait l'objet d'une très forte répression militaire et policière, comment réagit-on? Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé dans mes travaux, c'est non pas en fait le moment de recul, le moment de la relation passive avec le monde, c'est le moment en fait où on essaye de reprendre possession du monde. Et là, la particularité, c'est que ce sont des gens qui le font au nom d'idées. Alors quelque chose de très très romantique de dire ça, mais il y a cette idée que, eh bien, au nom de, je sais pas, la défense d'un territoire, au nom d'une espérance révolutionnaire, je vais être capable en fait d'aller jusqu'au bout en fait un peu de moi-même, d'exposer mon corps à la blessure, mais à la mort aussi, et je vais être aussi capable de tuer l'autre, quoi. Et ça, c'est un processus très ancien en sciences sociales, moi qui me fascine beaucoup. Et tu le soulignes sur la question d'ambivalence, c'est qu'évidemment, je voulais pas donner une version complètement romantique de la guerre en disant que oui, c'est le moment où on se retrouve les puissances, c'est le moment où on ressent une forme de fierté parce qu'on est en train d'agir sur le cours des choses, on est en train d'agir dans le cours de l'histoire, etc. Ça existe, et c'est des choses qui sont importantes et qui donne à la guerre d'ailleurs un pouvoir un peu d'attraction et qui fait aussi que certains d'entre eux peuvent la vivre assez positivement. C'est le fait, c'est un point qui me marque particulièrement, c'est le fait par exemple de vivre un état astructurel, sans structure. C'est-à-dire que tout ce qui nous est familier, tout ce qui régit un peu nos vies quotidiennes, d'un coup en fait explose littéralement. La matérialité du monde explose très directement. Et donc la question c'est comment on vit dans ces moments-là, quoi. Comment on vit en fait dans cette espèce d'espace quasi vierge. Je dis pas qu'il n'y a pas de normes, il y en a d'autres qui se recréent, etc. C'est quasiment un point de départ, en fait. Parfois, pour certains protagonistes, c'est un point de départ dans la vie, en fait, pour relancer, pour redonner une direction à parfois
des quotidiennetés qui étaient totalement différentes et peut-être tout aussi chaotiques. Ouais, des quotidiennetés. Alors là, en l'occurrence, la plupart des gens moi, que j'ai pu rencontrer, c'était des quotidiennetés assez passives, en fait, assez ennuyées en fait dans la vie de tous les jours, qui se désintéressaient par exemple du politique. Là, la particularité, c'est que tous sont devenus de grands stratèges de la géopolitique, ont été rattrapés par le monde. Ils sont dorénavant concernés par le monde, et que ce soit en Syrie ou en Ukraine, le nombre de débats absolument enflammés qu'ils avaient sur le cours du monde tel qu'il va, c'était quelque chose, quelques mois auparavant, qu'ils n'avaient pas du tout. Quoi. Et en même temps, donc, à cette espèce de moment, je dirais que presque d'ouverture, où on se découvre aussi les puissances, on se découvre des solidarités. C'est un point qui est super important. On ne fait pas la guerre tout seul. Hein. On l'a fait toujours avec des personnes dans lesquelles les solidarités sont très très intenses, quoi, très intensifiées. Quoi. Et à ce moment donc un peu d'ouverture, il y a aussi des moments de fermeture. Des moments en fait où la guerre, ça reste un monde très glauque, ça reste un monde très étroit, très fermé, un monde d'ennui, comme tu dis aussi. Oui, on s'ennuie aussi beaucoup, quoi. Ça, on n'en parle pas assez, moi, je pense, mais que ce soit en Syrie ou en Ukraine, je me suis bien souvent ennuyé. Alors parfois, comment on comble l'ennui? J'ai eu plein de situations insolites. Moi, j'en ai une qui me vient à la tête. C'était en Syrie. Alors c'est avec le Front islamique. On va dire que ce sont les gens les plus ouverts en fait du monde. Quoi. On est à côté de Mourek, donc dans une ville vraiment fortement bombardée, etc. En fait, on attend. Enfin, la brigade attend. Ils attendent en fait des ordres pour aller au front, etc. Et donc le soir, je sais, mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Bon, c'est bien de discuter, etc. Et là, on a un combattant qui nous dit, écoutez, on va se regarder un film. Donc en fait, il commence à préparer la banquette, il amène des couvertures, il sort l'ordinateur, il amène même des confiseries, genre des barres sucrées, etc. Et là, il choisit un film, et qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit La Petite Sirène. Donc on regarde La Petite Sirène dans un moment extrêmement glauque, de très grande violence, enfin, une violence extrêmement intense, avec des combattants qui sont quand même un peu raides d'un point de vue idéologique, pour finalement se retrouver à regarder ça. C'était très très curieux. Et une autre situation qui était en Ukraine cette fois-ci, dans le Donbass, pareil, on venait de faire l'évacuation en fait d'un certain nombre de réfugiés, donc on allait chercher les habitants dans des villes qui allaient être prises par les Russes pour les amener un peu en sécurité. Donc c'est des missions un peu périlleuses, très très tendues, très nerveuses, etc. Et au retour, on se dit on va faire une sieste quoi. Et d'un coup en fait, j'ai un des volontaires qui vient frapper à ma porte et dit viens vite, on y va. Moi je pensais qu'il y avait une urgence, un autre truc, etc. Et on commence à aller dans une campagne, etc. Je les vois et là ils ouvrent les portes de l'ambulance, ils sortent des cannes à pêche. Et on se retrouve en fait à pêcher dans un espèce d'étang, de lac, je sais pas quoi, etc. Au milieu en fait au milieu des bombardements. Ces situations-là, en fait, où là, bien sûr, ils se sont recréés un espace de vie, en fait, en réalité. Hein. Dans l'ennui, en fait, ils ont recréé une espèce de situation où, en fait, le temps d'un seul instant, en fait, qu'est-ce qui était suspendu? C'était la violence du monde, quoi. Et donc ça, moi, c'est curieux, ces moments d'ennui, en fait, je faisais beaucoup. J'ai essayé de les réfléchir un petit peu. C'est forcément insuffisant, quoi. Mais pour en revenir sur le point du fait que ça reste un monde glauque, ça reste un monde extrêmement étroit, coupé du monde. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le moment où on se ferme. Où en fait, la violence, elle finit par altérer la subjectivité, elle finit vraiment par creuser des failles assez immenses en fait en nous et produit peut-être pour certains des formes de crispation. En Syrie, par exemple, à partir de quel moment le registre religieux est véritablement devenu absolument central, avec évidemment une vision très américaine ou très simplifiée de l'islam. C'est quand le motif révolutionnaire s'épuise. C'est pas un autre moment, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, comment on va se cramponner à un centre? Ce que tu veux dire, c'est que la colère ou la vengeance, dont on pourrait imaginer qu'ils sont au point de départ de la prise des armes, elles n'arrivent que dans un second temps. D'abord, c'est les idées révolutionnaires, priment les idées révolutionnaires ou la volonté de puissance, etc. Ouais, la colère, en fait, je pense qu'elle peut être le moteur, en fait, évidemment, dans une action, dans un soulèvement. Ça, je pense que c'est clair. La vengeance, par contre, elle ne l'est pas au début, quoi. Les Syriens, quand les premiers mois, en fait, où ils font leur soulèvement, c'est dans le sillage de l'Égypte et de la Tunisie. Ils ont des ambitions, en tout cas révolutionnaires, c'est tout à fait pacifiste. Quand ils prennent les armes au tout début, ils ne sont pas dans un désir de vengeance. En tout cas, dans leurs mots, ce qu'ils essayent d'expliquer à chaque fois, c'est que, évidemment, ils font face en fait à cette répression militaire, policière, etc. Et ils décident en fait d'être dans un rapport de violence face à ça. Et justement, ce que tu dis sur la question de la vengeance, ou j'essaie de travailler l'affect de la haine, quand est-ce qu'il vient, quoi? Quand est-ce qu'il finit par s'installer, qu'il finit par se répandre, par se généraliser? En Syrie, on a pu le voir. En Ukraine, je crois qu'on peut aussi commencer à le voir. Par exemple, la mutation des discours. Je le dis vraiment à titre d'hypothèse, je m'avance pas trop non plus sur ce point-là. Mais par exemple, le fait qu'au début, moi, ce que j'ai tout à fait constaté, surtout dans le Donbass, où pour beaucoup de volontaires, ils avaient de la famille qui était en Russie, etc., au début, c'était un discours qui était complètement polarisé sur Poutine.
Et progressivement, en fait, on passe de Poutine aux Russes, quoi, à une essentialisation des Russes. Les Russes sont comme ci, ou sont comme ça, etc. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien que l'ennemi, en fait, est essentialisé, fictionnalisé, etc. Et là, je peux avoir aussi un rapport de haine. Donc moi, ce qui m'intéresse, la fermeture par la haine, par exemple. Mais alors, justement, on l'a un peu dit au début, mais toi, tu parles à des résistants, à des gens qui résistent, en fait, à une armée qui est, dans le cas russe ou dans le cas syrien, qui sont des armées régulières, c'est-à-dire avec des militaires de métier. Là où toi, on est plutôt sur des gens qui n'avaient jamais pris une arme avant d'entrer en guerre. Comment ils les considèrent, ces ennemis? Est-ce qu'ils les considèrent, comme tu dis, dans le cas ukrainien, c'est qu'ils les essentialisent, ils ont l'impression, tu vois, comme dans le vocabulaire un peu marxisant, bon, bah, c'est un peuple contre un autre peuple, et c'est honteux, en fait, que ce soit encore les classes populaires qui versent le sang du côté russe comme du côté syrien. En plus, du côté russe comme du côté syrien, lorsqu'on parle du front ukraino-syrien ou du front russe ou du front syrien, c'est tes frères. Enfin, je veux dire, c'est tes cousins. C'est genre, c'est les mêmes, c'est un peuple, c'est le même peuple, quoi. Alors très concrètement, ils n'utilisaient jamais le terme de peuple contre peuple. En Syrie, par exemple, c'était Clair qui luttait contre un régime, le régime de Bachar al-Assad. Ça, pour eux, en fait, c'était quand même absolument évident. Et ils le vivaient, le fait d'une guerre civile intérieure, quoi. Ils le vivaient comme vraiment, véritablement un drame. Et la question des catégories sociales, des classes sociales, en fait, se posait assez peu, même si tu as tout à fait raison de dire que c'était, moi, les gens que j'ai rencontrés surtout en Syrie, hein, c'était des agriculteurs, des chauffeurs routiers, des vendeurs de téléphones, etc. Donc, on pourrait dire des catégories sociales moyennes, voire, enfin voilà. En Ukraine, on a quelque chose de l'ordre, là aussi, c'est de protéger un territoire. C'est pas de combattre contre un peuple. Par exemple, il n'y a pas de désir, en fait, par exemple, invasif en retour, quoi. Donc, il y avait vraiment cette idée, en tout cas, ce qui a animé très clairement les volontaires, c'est l'attachement en fait à ces terres. Et puis bien sûr en toile de fond, quand même se pose la question du basculement vers l'Occident, vers l'Europe, ou du basculement vers la Russie. Ça engage évidemment des choix de société, ça engage des formes de vie claires. Je pense qu'il y a quand même d'ailleurs, surtout dans le Donbass, des différences générationnelles très importantes entre ceux qui ont connu l'Union soviétique, etc., et qui peuvent demeurer tout à fait attachés, parce qu'il y a quand même dans des villages des gens qui ne partent pas et qui attendent, qui sont indifférents, certains ont l'air d'être tout à fait indifférents sur les Ukrainiens ou les Russes, mais ils restent quoi qu'il arrive. D'autres probablement ont attendu que ce soit la Russie peut-être qui rentre, et d'autres aussi bien sûr veulent absolument mettre à distance en fait la Russie parce qu'ils voient beaucoup plus d'ouverture dans l'Europe, dans l'Occident. Dans les zones de guerre que tu as visitées, enfin sur lesquelles tu es allé, tout le monde ne fait pas la guerre. Je veux dire, je pense notamment aux femmes et aux enfants qui ne sont pas forcément partie prenante, hein, même s'il y a des femmes. Comment est-ce que eux, tous les paramètres que tu octroies en fait aux gens qui font la guerre, qui prennent les armes, est-ce que ça marche aussi pour les populations qui ne font pas la guerre? Non, je pense pas justement. Je pense que c'est un rapport beaucoup plus subi avec le monde. Alors en Syrie, les femmes et les enfants, j'en ai vu très très peu. En réalité, c'était vraiment très très masculin. Enfin, c'était souvent en fait les femmes et les enfants étaient plutôt dans des zones plus sécurisées, etc. Voire même en Turquie. En Ukraine, j'ai vu beaucoup de femmes volontaires. Et donc, enfin, la question elle se posait peut-être un peu moins en ces termes. Alors, je pourrais pas non plus en parler très précisément, puisque précisément je me suis intéressé sur les gens qui sont volontaires, mais il y a évidemment des gens qui subissent le monde, et aussi certains en fait qui sont en train de maintenir une activité. Parce que si tu dois t'exiler, c'est de l'argent, quoi. Ça coûte très cher l'exil. Et donc, il faut être capable de changer de maison, il faut être capable de ne pas avoir de revenus, etc. Et donc, on a des gens qui, par la force des choses, continuent de travailler, continuent d'essayer d'arranger une espèce de vie quotidienne dans un contexte qui a complètement été bouleversé. Donc là, je pense que ce dont je parle, de l'ouverture, d'espèce d'effervescence un petit peu, de se retrouver des puissances, c'est vraiment localisé sur ceux qui ont une relation très très active avec le monde. Et puis il y en a qui sont complètement terrifiés. Il y a des personnes qui se replient complètement. J'ai croisé quand on allait ravitailler des quartiers qui étaient dévastés, des gens qui ne quittaient pas leur maison, qui vivaient dans des sous-sols, enfin dans des conditions absolument effroyables. Je ne saurais même pas les décrire. Je crois que je ne serais pas à la hauteur des conditions réelles en fait que ces personnes étaient en train de vivre.
Bah ici, évidemment, il n'y a pas de vertige. Non, il n'y a vraiment pas de vertige. Mais si je me permets de te poser la question de ces non-combattants qui sont présents dans les zones de guerre, c'est parce que, en fait, c'est pour le graphe de ton ethnographe, tu vois, c'est que genre, t'es aussi sur un territoire, et que moi, en lisant ton livre, j'ai l'impression que les combattants et que tu as rencontrés sont aussi parfois les têtes de pont, en fait, d'un imaginaire qui va emporter à un moment tout un peuple. Et ça, voilà. Ma question, c'est la suivante, c'est comment est-ce que tu penses que comment la guerre en fait va structurer les imaginaires d'un peuple et comment est-ce qu'elle va agir? Je parle notamment dans le cas syrien, hein, puisque c'est le conflit a maintenant plus de 10 ans. Mais comment est-ce qu'il structure les imaginaires de toutes les populations qui vivent là, et surtout, est-ce que tu vois, toi, dans les différents moments où tu es allé en Syrie ou en Ukraine, les possibilités pour sortir de cet imaginaire, sortir de l'imaginaire de la guerre pour rentrer dans pour essayer qu'il y ait une autre direction qui soit celle de la paix? Ouais, c'est vrai que c'est une question importante. Dans tous les cas, ce qui est assez certain, c'est que la figure du combattant dans la hiérarchie de l'honneur et dans les registres de l'engagement, évidemment qu'il y a une héroïsation très très nette en fait de celui qui risque sa vie, qui va au péril de sa vie. Étonnamment en Ukraine par exemple, j'ai pas vu que des combattants, j'ai vu aussi des volontaires, donc ceux dont je parle, qui vont ravitailler, etc., qui prennent des risques absolument énormes, qui ne sont pas armés, qui ne font pas partie de l'armée. Eux, ça reste quand même un petit peu en dessous dans la hiérarchie de l'honneur de la guerre, ce qui est évidemment très problématique parce que si on n'avait pas ce genre de volontaires, je peux vous assurer que l'Ukraine aurait du mal en fait à défendre en fait ces terres. Donc, cette première chose un peu classique de l'héroïsation, que j'étudie pas tant que ça en fait dans le livre parce que j'ai l'impression que c'est un peu un lieu commun. Mais ce qui est certain, c'est que on a des peuples qui se retrouvent aussi. On a des peuples qui se retrouvent et qui se repensent, des sociétés qui se réfléchissent. Dans le cas syrien, il y a évidemment eu un véritable désir de se penser dans son histoire, de se penser dans sa singularité culturelle, et dans sa etc. puissance. Et dans sa puissance, évidemment, quoi. L'Ukraine, en fait, tout ce nationalisme ukrainien, ou cette redécouverte, en fait, de ce que c'est que l'histoire ukrainienne, de ce que c'est que l'art ukrainien, de ce que c'est que... Ça, c'est des moments qui sont extrêmement importants et qui font partie, d'ailleurs, me semble-t-il, en fait, de ces moments d'ouverture. Et un autre point aussi, c'est que, évidemment, la tension... Le danger, évidemment, c'est de se crisper en fait sur un imaginaire un peu étroit ou une exaltation en fait de sa propre société ou une rigidification de son rapport à sa propre société. Pareil pour la Syrie, quand par exemple l'imaginaire se rattache essentiellement en fait à travers la religion. Alors bien qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose par ailleurs, hein. La plupart des combattants que j'ai vus qui étaient dans le front islamique, quand je leur disais mais alors c'est quoi un État islamique, enfin un État qui serait régi par l'islam, moi je m'attendais qu'ils me racontent plein de trucs en disant tu vois le système bancaire on pourrait faire comme ci comme ça pour que les lois en fait de l'islam, ils ne disaient rien de tout cela. Ils disaient simplement c'est une façon de moraliser en fait la vie politique et les rapports entre les gens. Donc vous voyez, c'est intéressant en fait de voir aussi quand même qu'on n'est pas dans des fanatiques d'une idéologie très particulière, quoi. Et je pense que dans la question que tu poses, il y a un point très important, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement comment tu reviens dans la paix, quoi. Et notamment plus la guerre dure, plus le coût subjectif, ce que ça coûte subjectivement de retourner en fait dans la paix est gigantesque. Et vous avez un moment, ce que j'ai constaté en Syrie, que j'ai un peu constaté aussi en Ukraine, c'est un moment où c'est quasiment en fait un basculement inverse à faire et qui est extrêmement difficile. On voit des combattants en fait qui ont intérêt à ce que la guerre continue, ils ne savent pas en fait quoi faire, retourner dans l'insignifiance sociale. Je sais comment en fait, alors que j'ai eu une vie où on a eu de cesse de m'héroïser, où j'ai eu l'impression, j'ai vraiment cru que j'allais marquer véritablement l'histoire, etc. Soudainement, en fait, je vais retourner à l'insignifiance sociale d'une vie civile qui n'a pas trop de relief, qui n'a pas trop d'épaisseur, etc. C'est assez déprimant, ça. Et je l'ai vu aussi à Kharkiv, quoi, où à partir du moment que les Russes se sont éloignés, beaucoup sont allés retourner ont retrouvé leur travail, etc. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'une démoralisation, voire même en fait des symptômes un peu dépressifs, en fait, chez beaucoup de personnes qui passent d'un temps extrêmement intensifié et le subjonctif à soudainement en fait tous ces mois là passés, ok on a résisté, etc. Mais tous ces gens avec lesquels j'ai vécu pendant quelques mois, chacun repart dans ses petits replis égoïstes, chacun repart en fait dans sa vie de tous les jours et on devient quelque chose. Et Georges Samprin le disait très bien dans un de ses livres, on devient quoi? On devient des anciens combattants. Et à partir du moment où on devient des anciens combattants, c'est là où en fait où il y a un rapport qui peut-être de nouveau s'éteint en fait vis-à-vis du monde. Alors Samprin avait fait sa vie en fait en disant que lui c'était pas un ancien combattant, il continuait
après tout ce qu'il a vécu, il continuait en fait à avoir ce rapport de résistance à en vouloir au monde, quoi. C'est pas parce qu'en fait, là, ici, dans le cas ukrainien, c'est pas parce qu'en fait, on a réussi à sauver notre territoire que dorénavant, en fait, je dois exactement retourner dans la vie d'avant, quoi. Vous voyez, c'est... Au début du siècle dernier, il y avait un adage qui était notamment colporté par de nombreux hommes politiques. C'était il faudrait une bonne guerre. Ça remettrait tout le monde d'aplomb. Cet adage, il est aujourd'hui, on est en 2024, il est parfois colporté par certains de nos hommes politiques, notamment Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, qui, il y a quelques semaines, a dit ça sur LCI. Comment est-ce que toi, ce type d'adage, après ton bouquin, comment est-ce que ça résonne? Non mais je peux pas supporter en fait d'entendre des choses comme ça. En fait moi tous ces discours qui entraînent à la guerre, je veux pas faire le naïf anti-violence etc. Mais tous ces discours là me mettent vraiment en colère. C'est franchement un mot qui est pas assez juste quoi. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas oublier en fait ce que ça fait véritablement en fait dans la vie des uns et des autres quoi. Maintenant en fait qu'on puisse dire à distance en réalité que la guerre, c'est Bataille Georges Bataille qui en faisait son analyse, Roger Caillois en faisait aussi une analyse assez semblable, c'est que à chaque époque en fait il y a une énergie un petit peu collective qui existe, qui est plus ou moins en ébullition. Ce qu'on pourrait se dire, nous ici en ce moment, c'est que je crois que vraiment, effectivement, on a une quête d'intensification d'existence, une soif d'aventure, si tu préfères, quoi, j'en sais rien. En tout cas, une énergie qui est largement bloquée aujourd'hui, qui est véritablement largement bloquée, quoi. Et effectivement, dans la guerre, c'est un moment de dépense d'énergie. Un moment de dépense collective de l'énergie, d'exubérance. L'exubérance, hein, dans la violence, même quand vous mangez, quoi. Enfin, je veux dire, quand il y a à manger, hein, c'est pas, dans certaines situations, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, sur le coup, il y a quelque chose de tout est trop, quoi. C'est la reine du gaspillage aussi, même militairement. Hein, c'est la reine du gaspillage, vous tirez à l'aveugle, bien plus qu'il en faut, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est différent de dire ça. Et à mon avis, moi, c'est un peu la question que j'essaie de poser, hein, c'est cet attrait pour la guerre que certains peuvent avoir. Qu'est-ce que ça dit précisément de l'époque dans laquelle on est, quoi. Et qu'est-ce que ça dit en fait de tous les blocages du présent qu'on est en train de rencontrer. Donc derrière, il y a quand même aussi, je crois, une analyse, en tout cas j'espère, une analyse politique sur cette espèce de situation, j'ai l'impression, de grande saturation générale en fait vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre, sentiment de très grande impuissance. Évidemment, si dans la guerre, l'impuissance, elle devient puissance. Les larmes, elles deviennent armes, pour reprendre le titre d'un livre de Georges Didier Huberman, quoi. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui bouleverse. J'ai une dernière question, Romain. Les deux zones de guerre dans lesquelles tu es allé sont aujourd'hui, en tout cas dans les dernières années, ce qu'on peut appeler des centres du point de vue occidental. C'est-à-dire c'est des zones de guerre qui ont été très scrutées, qui ont fait la une de nos journaux, à la fois pour l'Ukraine et pour la Syrie. Il existe pourtant beaucoup d'autres fronts, beaucoup d'autres zones de guerre à travers le monde. Qu'est-ce que tu crois qu'ont de spécifique pour toi, le chercheur français, ces deux zones de guerre par rapport à d'autres zones où tu n'es pas allé? Est-ce que tu as envie d'aller dans des zones, en gros, de guerre dont on ne parle pas dans nos journaux? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que la première fois que je vais en Syrie, déjà je ne prévoyais pas d'aller en Syrie, mais bon, bref, un concours de circonstances me conduit en Syrie. Mais ce qui, à l'époque, en tout cas, a été très clair chez moi, c'est que il y a, dans les révolutions arabes, un bouleversement gigantesque, en fait, dans l'ordre du monde, quoi. Et donc, je voulais simplement une proximité géographique. C'est ainsi que j'ai tissé mes premiers liens avec la Syrie. Et que j'ai aussi tissé un attachement avec les gens que j'ai rencontrés, une espèce même d'ailleurs au début de fascination en fait vis-à-vis de personnes qui disent faire la révolution, etc. Ça c'est un premier point qui a fait que j'ai voulu continuer, j'ai voulu être un peu fidèle aux événements entre guillemets. Je voulais pas être un touriste de guerre, donc je voulais approfondir en fait cette zone-là. Quand j'ai arrêté en 2018. Et qu'en 2022, je décide d'aller en Ukraine, c'est parce que j'avais aussi une expérience en Ukraine en 2014 pendant la Révolution à Maïdan. J'étais allé avec Laurent Lermite, avec qui j'ai co-réalisé un film. On est allé observer sur la place Maïdan ce qui était en train de se passer en fait dans ce moment révolutionnaire. Donc j'avais déjà quand même un peu un attachement. Maintenant, par exemple, j'avais le projet à un moment donné d'aller au Yémen. J'aurais voulu y aller aussi, quoi. Par contre, il faut comprendre une chose, c'est que donc moi, comme je suis pas journaliste, eh bien, ça suppose déjà des phases
enfin de préparation qui sont quand même importantes, c'est-à-dire tisser parce que je travaille pas avec des fixeurs, donc j'ai pas, enfin là maintenant j'ai des financements, etc. Mais au début, j'y allais avec mon argent personnel. Donc ça suppose en fait se rapprocher de la communauté, là en l'occurrence c'était la communauté syrienne. Les Ukrainiens, je les connaissais déjà un peu, donc ça suppose un travail préparatoire qui est extrêmement important pour pouvoir, surtout dans les zones, vous imaginez bien qu'en Syrie ou au Yémen, avec le physique que j'ai, ce que je porte en fait, potentiellement comme, enfin voilà, ce que je porte en moi, ma qualité d'occidental, de français, etc., ça présente des dangers très sérieux en fait, d'enlèvement, etc. D'ailleurs, on a été exposé à ce genre de situation. Et donc, comment on fait pour éviter maximum d'enlèvement? Il faut avoir des liens familiaux en fait aussi avec la communauté syrienne par exemple, etc. Ça, c'est des choses qui prennent vraiment du temps important. Et moi, mon but, c'est pas d'aller dans 10 guerres différentes pour voir si en fait, quand je change de contexte, c'est à peu près la même chose que je vois. C'est pas mon but. Oui, tu veux pas par exemple aller du côté des attaquants en fait? Parce que là, je vais te dire un truc un peu bizarre, mais comme tu es du côté de ceux qui résistent, c'est un peu la résistance avec un grand R qui peut être héroïsée, etc. Si tu vas du côté par exemple russe, tu vas me dire c'est très compliqué, c'est presque impossible, mais ou du côté syrien, mais de l'autre côté, du côté de l'armée de Bachar al-Assad, c'est vrai que tout d'un coup tu auras la vision en fait d'une guerre de l'autre côté, ceux que tu as rencontrés tiraient. Alors j'ai une réponse qui pourrait être, on va dire, réfléchie, et une autre qui est un peu plus viscérale, plus en moi. La réponse réfléchie, ce serait de dire concrètement, en fait, rejoindre l'armée de Bachar al-Assad ou rejoindre l'armée russe. Je serais beaucoup trop encadré, c'est quasiment impossible en tant que Français, etc. En fait, bon, ça rend la question pratique très très difficile, une liberté sur place qui serait vraiment vraiment limitée. Fondamentalement, je dirais pourquoi pas, quoi. Bien sûr, évidemment, quoi. J'aurais envie de voir en fait à quoi ressemble un combattant russe ou un combattant de Bachar al-Assad, parce que moi aussi je l'ai fictionnalisé. Il y a une histoire moi qui m'a beaucoup marqué, c'est je n'ai jamais vu en fait de combattant de Bachar al-Assad vivant, enfin actif, quoi. La première fois que j'en vois un, j'ai complètement fasciné. C'était dans la ville de Kamishlo, au nord de la Syrie, donc qui est à la fois en fait une zone kurde, Rojava, une zone turque et une zone de l'armée régulière, quoi, de Bachar al-Assad. Et donc le bus en fait il longe le checkpoint. Au début je crois qu'il allait dedans, j'étais complètement terrifié en me disant mais non, faut surtout pas passer par là, je vais me faire arrêter, etc. En fait il longe juste le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai regardé par la vitre, l'air fasciné de dire à quoi ressemble-t-il, quoi. Évidemment, ils n'étaient pas si différents des gens avec lesquels j'étais, quoi. Pareil, quand j'entendais leur voix, ça m'est arrivé d'entendre leur voix, c'est un truc qui m'a glacé parce que c'était des fictions pour moi. Donc, rien que pour ça, oui, je suis d'accord pour dire, j'aurais aimé faire ça. Maintenant, en fait, il y a un truc peut-être plus viscéral en moi, c'est que j'aime les gens qui sont dans des formes de résistance, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, je le dis au début du livre, hein, c'est les figures d'emportement, quoi. C'est les personnes, en fait, qui sont pas simplement, en fait, en train de suivre un ordre, mais sont portés par des idées. Alors vous allez me dire, peut-être que le combattant de Bachar al-Assad est porté par des grandes idées, peut-être que le combattant russe est porté par des grandes idées. Je ne suis pas complètement certain, en fait, que ça se passe ainsi, qu'on est plutôt dans des logiques un peu de rendement de travail, de professionnels, en fait, parce que ce sont des professionnels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui se redresse, quoi. Merci beaucoup, Romain. Merci, Pablo.